Je retrouve avec bonheur Catherine Vidal, qui signe la mise en scène de la pièce L'Idiot d'Étienne Lepage d'après le roman de Dostoïevski. Pièce présentée au TNM, j'allais dire jusqu'au 14 avril, mais on a déjà annoncé une supplémentaire le 17. Donc ça va très bien, Catherine Vidal. Oui, ça va super bien. C'était risqué que de monter L'Idiot, un roman qui a été publié en 1868, en feuilleton d'ailleurs, et de le monter à la scène. Alors, qui a eu l'idée de cette idée complètement folle? La toute première idée, en fait, c'est Renaud Lascelles-Bourdon, qui, quand il l'a lu, m'a dit « Ah, j'aimerais beaucoup jouer le prince Mishkin un jour. » Bon, à cette époque-là, j'ai fait « Oh, il y a beaucoup de personnages, ça demande des moyens et tout ça. » Je me suis dit, ça sera pas pour tout de suite. Puis quand le TNM m'a octroyé la bourse de résidence de mise en scène Jean-Pierre Ronfort, je me suis dit que c'était peut-être le moment, le bon moment pour le faire. Alors, je l'ai proposé à Lorraine Pintal qui a été enthousiasmée par l'idée. Donc, on a tout mis en branle. Renaud pour le prince Mishkin et Étienne Lepage à l'adaptation. Alors, tout ça a passé au comité, puis voilà. Est-ce que, par contre, on vous a donné carte blanche au TNM parce que c'est quand même une institution qui présente des classiques de manière un petit peu plus conventionnelle. Mm-hmm. Les gens qui iront au TNM vont se rendre compte que vous vous êtes sortis des cadres habituels. Est-ce que, malgré tout, Lorraine Pintal vous a dit « OK, go ». Tu fais ce que tu veux. Ben, au départ, elle m'a proposé des pièces de théâtre déjà écrites, donc déjà éprouvées, des pièces de répertoire, mais j'avais envie d'avoir affaire à la conception, à l'écriture même de la pièce. Une pièce qui est déjà écrite, il y a déjà une mise en scène qui s'en dégage, à moins qu'on fasse vraiment exprès de plaquer autre chose dessus, ce qui n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, je voulais prendre une matière qui était déjà très riche, très stimulante, mais pouvoir accompagner donc l'auteur qui allait en faire l'adaptation pour pouvoir déjà mettre l'ADN de la mise en scène dans le texte. Alors, Étienne Lepage, avec qui vous avez déjà travaillé, on sent le duo qui se connaît, ça transpire durant l'adaptation qui dure 2h30, incluant l'entracte. Mais comment s'est fait ensuite ce travail? Est-ce que ça a été vraiment à deux mains ou à quatre mains? Avez-vous regardé le travail qu'Étienne faisait ou pas du tout? Au départ, en fait, il y a eu une première phase où on ne fait que parler. Déjà d'établir les conventions. Qu'est-ce qu'on allait faire? Moi, j'avais le désir, dès le départ, d'ouvrir le quatrième mur, de s'adresser à la salle. Donc, il y a eu des grosses périodes, là, comme 2-3 mois juste de discussion pour voir qu'est-ce qu'on allait tirer comme fil aussi de toute cette matière-là. Ensuite, lui est parti de son côté pour écrire. Bon, évidemment, il fallait quand même qu'il fasse un premier jet. Dans cette période-là, il a trouvé plein d'astuces pour condenser certains personnages, comment arriver à résumer l'intrigue qui quand même s'étale sur 4 tomes. Donc, il a vraiment fait un travail titanesque. Et bien entendu, c'est ça, pendant qu'il écrivait, il m'envoyait ce qu'il écrivait. Je regardais ce que ça donnait. Il y avait des commentaires, je donnais mon point de vue, tout ça. Donc, après ça, ça a été vraiment un accompagnement dramaturgique. Mais c'est ça, il a fait une grosse partie, lui, de son côté. Mais après ça, donc, il y a des éléments que j'ai voulu récupérer du roman qui n'étaient pas là. Ça a été un travail à deux. J'ai écrit aucun mot de non, j'ai écrit aucun mot de cette adaptation-là. Mais j'ai été, c'est ça, la lectrice, puis j'ai été chercher des trucs dans le roman spécifiquement. J'ai triché, je le dis aujourd'hui, j'ai été chercher un petit bout dans Les Frères Karamazov en ce qui concerne le long discours du prince en deuxième partie. Ah, mais il n'y a personne qui ne l'a soulevé jusqu'à présent. Non, ben c'est rare qu'on le connaisse à ce point-là, Dostoïevski, quand même, c'est des grosses œuvres fleuves. Mais en même temps, c'est des sujets qui reviennent. Dans Les Frères Karamazov, je pense que c'est un moine qui parle de ce qu'on retrouve dans le discours du prince Mishkin dans notre pièce, mais il y a une parenté, c'est ça, les idées reviennent dans les œuvres des auteurs, il y a des obsessions, donc ça a été quand même facile de le jumeler avec ce personnage-là. Alors, L'Idiot, qu'on l'ait lu ou pas, c'est un classique, bien sûr. Plusieurs traductions ont déjà été faites. Comment ça se fait
qu'on se soit arrêté pour Étienne Lepage, c'est peut-être lui qui a choisi d'ailleurs, sur celle d'André Markovits. En fait, assez rapidement, on est tombé sur cette traduction-là. C'est un traducteur qui, dans les années 90, a rétabli la langue de Dostoïevski. Bon, évidemment, on ne parle pas russe, donc on lui fait confiance par rapport à ça, mais dans les premières traductions françaises, Dostoïevski a été extrêmement policé, alors que c'est une langue plus brute, plus orale, plus brouillonne même. Il revendiquait ça. Donc, c'est ça, les premières traductions françaises l'ont vraiment rendu, ont corrigé ce qui leur semblait des fautes, finissaient les phrases qu'il laissait lui en suspens, tout ça. Donc, nous, c'est évidemment qu'on s'est penché plus sur celle de Markovits, qui semblait plus viscérale, plus près de la langue de Dostoïevski. Et c'est avec cette traduction qu'on s'est même posé la question, mais pourquoi on le ferait en normatif? On devrait peut-être le faire, en fait, plus près de nous, dans un québécois, soutenu, certes, mais quand même avec notre sonorité, pour que les acteurs soient près de leur langue, qu'on n'ait pas ce filtre-là du normatif qui, pour moi, crée une certaine distance. Je pense pas qu'il faut abolir le normatif. C'est pas un manifeste pour dire il faut tout jouer en québécois, mais je pense que le normatif se marie très bien avec un style littéraire. Oui. Je peux pas imaginer peut-être Marivaux en québécois, tout ça. Peut-être éventuellement ça va arriver, mais pour moi, il y a un style tellement clair, littéraire, qui n'est pas oral, qui fait que le normatif, je trouve, peut continuer à exister et que ça devient aussi un outil intéressant, un autre outil au théâtre. Mais dès qu'on est dans une littérature plus orale, dès qu'on est dans un dialogue où on est plus dans le concret, ben, je trouve ça absurde de faire, de le dire dans une langue qui n'existe pas, qui n'est pas dans un style, c'est ça, littéraire. On est dans une oralité, donc ça a été assez rapidement, on s'est dit, ben finalement, il faut le faire en québécois. De toute façon, c'est une question aussi en ce moment qui se pose beaucoup. Pourquoi on a ce normatif qui, dans notre histoire de théâtre au Québec, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays? On ne se dit pas, il y a un normatif en Allemagne, ou pas du tout. Mais moi, je trouve que ça coule beaucoup mieux. Quand je suis venue voir la pièce, oui, c'est évident qu'aux premières répliques, on se rend compte que les gens parlent comme vous et moi, mais très rapidement, on oublie. On oublie même, et je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, qu'on est en Russie. Par contre, tous les thèmes abordés dans la pièce qui sont encore d'une grande actualité sont encore là, qu'on parle avec un français normatif ou pas. Alors, moi, je pense que ça donne une fluidité au texte par rapport à des comédiens de chez nous qui seraient peut-être un petit peu plus forcés si on leur demandait par-dessus tout le texte à apprendre que de parler comme on s'attendrait normalement à une pièce qui date d'il y a plus de 140 ans. Oui, tout à fait. Mais en fait, on a fait exprès pour gommer tout ce qui a trait à la Russie dans le texte. Au niveau des costumes, il y a des rappels, tout ça. Les noms, on les a gardés, mais on a fait exprès de ne pas situer exactement la pièce, justement pour laisser tomber un peu les enjeux qui sont un peu vieillots, les femmes à marier, tout ça, pour faire ressortir l'universalité du texte. Oui. Donc, on a fait vraiment exprès pour... puis, en même temps, on n'a pas situé la pièce au Québec, ça aurait été complètement absurde. On a été vraiment dans le territoire de la fiction et pas géographique. De toute façon, qui aurait été fantasmé. Une Russie du 19e siècle, on l'aurait imaginé, ça aurait été construit, imaginé. Moi, j'ai jamais mis les pieds là-bas, donc ça aurait été, de toute façon, un peu de pacotille. Vous nous avez fait une confidence tout à l'heure, à mon tour de vous en faire une, sur le traducteur que je me souvenais très bien d'avoir vu à l'émission de Bernard Pivot. Oui. Justement, au moment où il avait commencé à retraduire l'œuvre de plusieurs Russes, parce qu'il est russophile, et il disait exactement ce que vous venez de dire, à savoir que on avait tellement lissé que ça en devenait absurde. Et il nous avait donné l'exemple d'un paysan dans un train qui parlait tellement bien qu'on n'y croyait pas du tout. Alors que lui avait décidé de refaire parler le paysan dans le train exactement comme supposément les paysans parlaient à l'époque. Et là, ça rendait peut-être la chose moins littéraire, mais beaucoup plus intéressante au niveau du texte. Et ça, je trouve que c'était une très bonne idée que de prendre finalement ce traducteur-là. Alors, de quoi s'agit-il quand même, Catherine? Étant donné que la pièce dure 2h30, que vous avez ramassé... Moi, je pensais qu'il y avait une quarantaine de personnages dans le roman. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y en avait au moins une soixantaine. Il y avait 6 familles, il y en a un peu moins.
avant de vous donner la parole, je vais quand même nommer les 12 comédiens que vous avez choisis. Oui, bien sûr. Renaud Lascelles-Bourdon, Évelyne Brochu, Francis Ducharme, Paul Amarani, Henri Chassé, Frédéric Blanchette, Macha Limonchik, Rebecca Vachon, Paul Savoie, Simon Lacroix, Dominique Leclerc et David Strasbourg. Alors, tout l'union du bottin des artistes est là, sur scène au TNM. Mais le point de départ de cette pièce qu'on ne peut pas raconter vraiment, mais où il y a rupture de ton aussi entre la première et la deuxième partie. Donc, le résumé, l'argument de la pièce. Alors, c'est un personnage qui s'appelle Prince Mychkine, Lev Nikolaïevitch Mychkine, qui, très tôt, a fait affaire avec l'épilepsie. Il est parti en Suisse se faire traiter, tout ça. Il revient, donc, à Saint-Pétersbourg parce qu'il est un peu, pas tout à fait guéri, mais quand même en voie de l'être. Et aussi parce que celui qui payait pour ses traitements est décédé. Donc, il est obligé de revenir sans le sou, avec un accoutrement qui ne laisse pas du tout penser que c'est un prince. D'ailleurs, personne ne le croit. Non, effectivement, tout à fait. Personne ne le croit. C'est un personnage qui est d'une grande bonté, d'une grande écoute, pour qui la fraternité est le plus important. Il célèbre pas du tout l'individualisme. C'est quelqu'un qui est dans la compréhension, tout ça. Donc, dès qu'il arrive dans cette société, dans cette faune-là de personnages pour qui l'autre est un ennemi potentiel, l'étranger, tout ça. Donc, tout le monde est en mécanisme de survie et de peut-être que l'autre va essayer de m'avoir, tout ça. Lui, en étant dans cette bonté-là, même, en fait, au départ, on peut penser, certains personnages pensent qu'ils jouent à être bons et naïfs, justement pour pouvoir les ruser, alors que pas du tout. Ils finissent par baisser les armes et à se rendre compte, en fait, avec ce personnage-là qui est extrêmement, qui est un révélateur, en fait, se rendre compte de leur mécanisme de défense. C'est comme si tout d'un coup, ce personnage-là, en étant parmi eux, faisait des rayons X sur leur façon d'être avec l'autre, d'être comme s'ils étaient en danger ou bon. Donc c'est. Mais moi, Catherine Vidal, j'ai vu l'idiot comme un élément déclencheur sur à peu près tous les thèmes, sur la souffrance que vivent à peu près tous les personnages, sur ceux qui sont hypocrites, menteurs. Il va être un révélateur par rapport à tout ça et il fait prendre conscience aux gens de certaines choses. Oui. Et du moment où la méfiance n'est plus là à son égard et qu'on voit autre chose qu'un idiot naïf, tout à coup, on s'ouvre à lui. Oui. C'est le personnage, je trouve, le plus attachant de la pièce, joué de manière extraordinaire par Renaud Lascelles-Bourdon, qui aurait pu tomber dans l'extrême, d'ailleurs pour les autres personnages aussi. Mais moi, j'ai une question pour vous. L'idiot aurait pu, au fond, porter un point d'interrogation. L'idiot du titre de Dostoïevski. Parce que c'est lui l'idiot de la pièce, mais au fond, est-ce que l'idiot se trouve pas ailleurs, sur peut-être d'autres personnages? Tout à fait. C'est ça, c'est un point de vue, hein, c'est relatif. Idiot parce que, justement, il se défend pas, il rentre pas dans cette mécanique de l'autre qui est peut-être un ennemi. Donc, idiot par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas d'ego, parce qu'il n'y a pas d'orgueil, parce que c'est beaucoup sur l'orgueil, ce roman-là. Beaucoup de personnages pourraient s'en sortir s'ils n'étaient pas si orgueilleux. Comme le personnage de Nastasia, on a son pendant avec l'histoire de Marie, lorsqu'il raconte une histoire d'une pauvre orpheline, Marie, qui s'était fait abuser par un voyageur et que tout le monde a rejeté par la suite, parce qu'elle s'est pardonnée, parce que elle en voulait pas aux autres. Elle a pu vivre le restant de sa vie dans une relative bonté, générosité du village, alors que pour Nastasia, qui elle aussi a été abusée dans son enfance, reste dans l'orgueil. Et le personnage de Mychkine, d'ailleurs, dit, j'espère, en voyant sa photo, j'espère qu'elle a assez de bonté en elle et assez de lumière pour se pardonner, sinon elle se sent coupable, tout ça, donc ça va finir très mal pour elle. Oui. Catherine Vidal, bravo pour cette production, d'avoir osé mettre un petit peu plus au goût du jour l'idiot qui date, comme je le dis, de 1868. Longue vie au théâtre, supplémentaire jusqu'au 17 avril. Oui. Allez au TNM, discussion garantie après la pièce. Donc, l'idiot d'Étienne Lepage, d'après le roman de Dostoïevski. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Marianne. Merci.